chez vous ou bonsoir selon l'occasion où vous nous écoutez. Bienvenue dans le parloir de la Maison Mère. On est toujours de retour comme chaque semaine avec le conte de notre ami Jean-Claude, que je salue. Rosaire, bonjour, chers amis, ou bonsoir, comme tu dis. On ne sait pas à quelle heure, on n'a aucune idée. On peut quand leur est-ce dire que bonne vous décidez nuit. de nous syntoniser? Bonne nuit. L'antenne TVCO, c'est en boucle toute la journée. Vous Écoute, aussi bien nous écouter la nuit, vous autres. ils doivent être tannés, hein? Ils sont peut-être tannés de nous écouter comme ça en boucle. Mais toujours est-il que ça plaît à certaines personnes. On a des commentaires qui nous viennent à l'effet que ton conte est nature à rappeler des bons souvenirs et surtout à, je sais pas moi, donner un suivi aux gens, avoir une sorte de continuité à l'antenne de leur télévision communautaire. Hey, Jean-Claude, en début d'émission, je voudrais qu'on revienne un petit instant sur notre dernière émission. Tu te rappelles, on avait parlé des fameuses moules, hein? Les moules perlières de la rivière du Gouffre. Oui, Je voudrais qu'on revienne un peu sur le sujet parce que j'avais fait une promesse solennelle faite au pied de la montagne. Oui, je me rappelle de ça. Alors, j'ai apporté la dite moule. La dite moule. Bon, la dite moule, la voici. Monsieur Alvaré Bouchard qui pêchait les perles. Normand va nous faire voir une moule. Oh. Elle est belle, hein? Oui, elle est belle. C'est la moule perlière, mais là, je vous fais marcher. C'est là-dedans qu'est la petite perle. Je vous fais marcher un peu parce que je vais vous faire voir la bête. Et qu'à ta place. Oh là! Regarde-moi ça, Normand, avec un gros plan. Je la fais tourner un peu, comme ceci. Voici une moule de culture régulière qu'on achète normalement dans les épiceries. Et voici notre moule de la rivière du Gouffre. Du Gouffre. Oh, pelaille. Hey, c'est quelque chose, hein? C'est pour ça que je vous ai dit, à la dernière émission, après avoir pris je ne sais pas combien de renseignements de vieilles personnes, puis entre autres une dame maintenant qui est plus jeune un peu, mais qui a vu ça quand elle était petite fille. J'ai vu pêcher M. Alvaré, puis elle me l'a dit encore, j'ai parlé encore la semaine passée. J'ai dit, viendrais-tu à la télévision? Nous autres nous dit, non, elle ne dit pas à la télévision, mais elle dit, tu le diras. Je te l'ai dit qu'il y avait des moules, puis il y en avait des grosses de même. Tu sais et elle m'a montré plus petit que toi. Ça, c'est une belle, ça. Oui. OK? Ça a été pêché en 2011 sur la rivière du Gouffre, dans le coin des terres autrefois à mon père, aujourd'hui à Gérard, mon frère, de regretter mémoire maintenant. Oui. C'est Alain qui me les a pêchés, Alain, son garçon, en 2011. Alors, c'est une très belle pièce. Tu sais que les moules, comme celle-ci, ça porte un nom double, une dénomination double. Elle s'appelle Margaretifera, comme si on bégayait. En fait, c'est la même affaire, mais elle a un double nom qui a été nommé ainsi par Linné, le grand biologiste suédois Linné. Pourquoi elle bégayait? Pourquoi elle bégayait? Les moules s'identifient avec deux noms, mais deux noms semblables. Margaretifera. Ah, on ne peut pas dire rien qu'une fois. Là, j'ai compris. Bon. Alors, juste un mot pour parler un peu de la biologie. Une moule, je te dirais Rosa Tremblay. Voilà. Bon. Au niveau, grosso modo, pour faire pas un cours de biologie, là, mais les moules, il y en a au moins 25 variétés. Mais celle-ci, elle avait la particularité de produire des perles, qu'on appelait ici sur la rivière du Gouffre des chicots. Et les anciens appelaient ça comme ça. Et c'était pas toutes les moules qui produisaient, soit dit en passant. Il y avait une chance sur 1000 moules qu'on retrouve une perle. Une perle de forme un peu, inégale, très inégale. Et on raconte, M. Alvaré Bouchard, et d'autres racontaient, dans les années 70, quand on les a enquêtés, qu'un pêcheur pouvait récolter entre 1500 et 1800 moules comme ça par jour sur la rivière du Gouffre, et que dans une semaine, à raison de 1500 à 1800 par jour, on ne trouvait même pas une perle. C'est incroyable, hein? Il y avait des semaines comme ça. Des semaines comme ça. Alors voilà, en gros, pour rappeler un peu l'affaire, on pêchait ça avec un genre de râteau. Normand va nous faire voir à l'écran l'appareil avec lequel on les récoltait. Et on avait un genre de grand manchon avec des pics au bout, des crochets qui permettaient de les glisser dans ce panier qu'on voit à l'écran présentement. Ça s'appelait un nigog. Bon. Nigog. Bon, voilà. Messieurs, dames, c'est des renseignements précieux qu'on vient vous donner là. Moi, je vous avais donné ce que j'avais recueilli comme renseignements verbaux,
Mais jamais, ils m'en La avaient preuve à jamais conviction, montré. hein, la preuve à conviction, Oui, elle est là, oui. là, le coupable, la Ah, coupable. je suis content de voir ça. On l'appelait des fois l'huître perlière à la Rivière-du-Gouffre, mais c'était faux, c'est une moule. Hein. C'est de la même famille hein, que les pétoncles, que les huîtres, Ouais, mais on disait, comme des, tu des- dis, des comme mollusques à corps mou. Comme tu viens de dire, on disait plus souvent dans la Rivière-du-Gouffre une huître perlière. Une huître perlière, mais en fait, c'est des moules. Regarde, c'est exactement la même forme qu'une moule qu'on connaît, les moules régulières d'élevage. Mais celles-ci sont quand même... Tu sais qu'elle a un ennemi juré, la moule. Tu sais lequel? L'environnement. Parce que c'est un animal filtreur. OK? C'est un mollusque qui filtre l'eau. Et s'il y a des pesticides, par exemple, qui sont déversés dans les champs environnants et qu'il y a du ruissellement vers les cours d'eau, la moule va filtrer tout ça. Et c'est ça qui mène à la dégradation de la race, si tu veux, ou de l'espèce des moules. C'est très, très, très filtreur. Tout le moindre débris qu'il y a qui flotte dans la rivière ou dans l'eau, elle va l'assimiler. Elle travaille pour le genre humain dès sa naissance. Oui. Tu sais que pendant la période de crise, là, faisait partie de l'alimentation de base de plusieurs familles qui vivaient en bordure de la Rivière-du-Gouffre. C'est avec ça qu'on se nourrissait. Quand on a parlé de ça, nous autres, moi, quand j'ai fait ma première série les 4 premiers tomes de mes livres, là, on était en 35, en 36. En 36, c'était ça le couramment. On venait de sortir de la crise. Moi, j'en ai vu, hein, j'en ai ouvert beaucoup quand j'étais jeune, et j'ai ouvert celle-là en 2011 quand Alain me les a pêchées. Et laisse-moi te dire que la chair à l'intérieur n'est pas des plus ragoûtantes, pour être honnête. Là. Elle n'est pas très belle, mais elle est nutritive. Et tu peux t'en nourrir. Ça a été un élément de survie important. Mais pour être honnête, au niveau visuel, c'est pas très beau. Ben écoute, moi te dire ce que je fais moi, quand je mange des moules, je regarde pas ce que je mange. Des moules, pas si mal, mais vois. des huîtres, des fois, c'est plus dédaigneux un petit peu au niveau des huîtres. Bref, c'était ma parenthèse de début que je me devais de faire parce que j'avais promis de le faire. Merci beaucoup, Rosaire. Tu nous rends un grand service. Et moi-même, je n'avais jamais vu ça, jamais. Tu m'apprends ça, là, puis je m'en vais à 82 ans, bien vite. Tu vois le rapport de grosseur par Puis rapport à les une moules autre. de Hein? même, j'en ai mangé au restaurant samedi passé. Tu vois? Ouais. Merci de m'avoir donné le temps de faire ce petit retour en début de ton émission. Alors, Jean-Claude... Monsieur, dame, ça vous a intéressé, hein? Bon. Essayez de vous rappeler ce que Rosaire a dit, la grosseur, puis où ce qu'il était, puis comment il en prenait. Moi, je ne pourrais pas tout vous le dire, là, il aurait fallu que je mémorise ça avant. Puis j'ai d'autres choses dans la tête. Sais-tu que les moules, curieusement, comme ça donne bien, se développent dans les rivières où on retrouve de la truite et du saumon? Saumon, oui. Eh oui, seulement. C'est pour ça Parce que le saumon participe à son développement biologique. Hein? Les larves de la femelle de la moule vont se loger dans les branchies du saumon, où elles vont être un peu comme un parasite pendant un certain nombre de semaines avant d'être rejetées dans la rivière et de se développer comme on la voit là. Ça. Alors, le saumon participe à son développement. C'est pour ça que j'ai dit, moi, parce que les gens me l'avaient raconté, et quand on a demandé à la dame, là, dans mon compte la semaine passée, d'où est-ce que le saumon venait, j'ai parlé de Saint-Urbain, puis j'ai bien dit que c'était dans la Rivière-du-Gouffre, puis c'était M. Alvarez-Bouchard. Puis quand il voyait proche de sa fosse, de sa place de pêche, où c'était une espèce d'étang où la rivière était plus calme, il voyait qu'il était embrouillé là parce qu'il y avait un saumon de l'autre bord, il avait venu ravager ça un peu. Là. Bien là, il disait ça au voisin dont je te parle, puis lui, il allait pêcher le saumon, puis le calme revenait. Les gens de Saint-Urbain ne les appelaient pas les moules perlières, hein. Ils appelaient les mulettes. Les mulettes? Mulettes. Mulettes. Et quand ils les pêchaient, dernier détail, là, pour ouvrir une moule comme ça, c'est aussi difficile que d'ouvrir une huître. Et il y avait un truc pour l'ouvrir sans y toucher. Sais-tu quoi? Parce que quand on allait la pêcher, elle se refermait, puis là, elle était fermée, hermétique. Mais pour la faire ouvrir, qu'est-ce qu'on faisait? On la prenait, on la déposait sur le banc de sable au bord de la rivière. Et dans les 3 minutes, 4 minutes qui suivaient, elle était ouverte au soleil. Et puis on allait chercher la perle si on en avait une. On savait si elle avait une perle. Juste à la déposer sur le sable au soleil. Bon, ben... Et Sésame, ouvre-toi. Mais messieurs, dames, vous avez eu droit à un cours parfait sur les... Les moules perlières de la Rivière-du-Gouffre. Bon. Margaritifera. Répétez. 2 fois. 2 fois. Hey, OK, j'ai pris trop de ton temps. On y va. On s'est laissé la dernière fois au moment où nos Américains doivent retourner chez eux après leurs vacances, puis là, on s'en va à la gare du CN à Baie-Saint-Paul. Et on sort de la maison, justement. Bon.
c'est encore un voyage en voiture chauffante, c'est le cahier neuf. Quand Paul arriva à la voiture, son ami Alain avait déjà allumé le petit poêle et le vaillant sortit achevait d'atteler ses deux jumeaux, comme il se plaisait à les appeler. C'est devant la maison que la dernière salutation eut lieu. Ceux et celles qui restaient étaient là dehors. Ceux qui partaient, pardon. Non, ceux et celles qui restaient étaient là dehors. Madame Germaine et son capitaine, Jack O'Brien, sa femme Yvonne et le fils John, Arthur et sa noire Marie-Louise, la belle Gabrielle et son Léopold dans l'embrasure de la porte, et enfin Michel et sa femme Cécile, qui saluaient tous et chacun lorsqu'ils montaient dans la belle voiture chauffante. Ouais. Bon, j'ai nommé 8 personnes là, mais il y en a 8 qui s'en vont, puis 8 qui restent, parce qu'il y était 16 en cette fin de semaine-là. Et du monde. D'abord, Marie-Blanche et François, son frère Jean-Charles, et le rédemptoriste, les 3 musiciens, Paul, son beau-frère, Jean-Marie Bergeron, son ami musicien, puis Alain Côté. Ça fait bien 8. Puis l'on vit arriver. Ça, c'est un bon passage, messieurs, dames. Presque à la course, le vieux monsieur Saül tenant dans chacune de ses mains la paire de vieilles bottes qu'il avait fabriquées lui-même quand il était jeune et qu'il avait retrouvées. Paul sortit de la voiture et courut à sa rencontre pour se jeter à son cou, fou de joie. Le vieil homme, toujours les vieilles bottes aux mains, le serra bien fort pour lui dire « Paul, mon ami », et il se soufflait un peu pour ajouter « S'il y a quelqu'un qui peut garder ça comme faut, c'est bien toi. Ça me fait plaisir de te donner. » Et de lui tendre de vieux souvenirs. Le jeune homme lui tendit la main, le remercia encore et revint à la voiture, la larme à l'œil. La voiture se mit en marche, alors que Michel tenait l'aïeul dans ses bras, à bras-le-corps, dis-je bien, et l'amenait vers les gens qui les attendaient. M. Alfred, lui, tenait fermement ses guides de ces des belles bêtes qui amenaient tout ce beau monde bien allègrement dans le rang Saint-Laurent. Déjà, oui, dans le rang Saint-Laurent, car depuis le pied de la côte de Saint-Ours, une carriole double les suivait. Ça doit être M. Léo Lavoie et ses 2 compagnons, dit Paul à son patron, boss François. Ben, ça a du bon sens. Ce que tu dis là, lui répondit son patron, et ami, en venant se rasseoir, lui qui avait regardé par la vitre arrière de la voiture chauffante. Et Marie-Blanche devantait encore tout le confort de la nouvelle voiture chauffante en disant « C'est certain que Gabriel ne tapera pas de mal en allant à la messe dimanche. » « T'as bien raison, fit son mari, en ajoutant « Tu sais ce qui nous attend, nous autres, au mois de mars, là? Ça voudrait-il dire que ça va être vous autres qui serez dans les honneurs, questionna Jean-Marie. C'est en plein ça, mon petit homme, répondit François, tout fier. Puis, en arrivant au pied de la côte, oh, c'est pas au pied de la côte, c'est au-dessus de la côte. Au début de la rue Saint-Joseph, déjà plusieurs curieux sortaient sur les galeries pour regarder cette drôle de voiture, comme ils disaient tous. Ils obliquèrent vers la gauche, traversèrent le pont, et en face de l'église encore, un attroupement qui les vit s'engager vers la rue Sainte-Anne. Encore une courbe, un autre droit, plein de spectateurs, et l'on entendit siffler le train qui entrait en gare dans un nuage de fumée puis de vapeur. Tu te souviens? Eh oui, on allait voir le train faire le plein d'eau au réservoir, au train qu'on appelait le train des chars. Là. Il y en avait un de l'autre côté de la rivière, puis un près de la gare. Oui. Un château d'eau. C'est ça. Eh oui. À ce temps-là, le boulevard Leclerc n'est pas construit. Hein. C'est pour ça qu'on arrive par le haut de la rue Saint-Joseph. Hein. Exactement. Il n'y a pas le boulevard Leclerc. C'est bien important de savoir ça, monsieur. On passe par chez vous, finalement, là, par Saint-Pamphile, et on va rejoindre le haut de la rue Le boulevard Saint-Joseph. Leclerc n'existait pas, mes amis. C'est pour ça qu'on arrive toujours par le bout de la rue Saint-Joseph. 1960-61, à peu près, qui a été tracé. Oui. Chacun des passagers a commencé par Paul remercier M. Alfred, qui s'évertuait à garder tranquille ces 2 bêtes qui étaient devenues inquiètes, souloureuses, comme disait leur maître. Attentifs à leur moindre geste, Alain et Jean-Marie les rassurèrent en passant. Tu c'est des hommes qui sont élevés dans le bois. Ils ont eu le temps de flatter les chevaux et de dire « Tenez-vous tranquille. » « All aboard !» cria le conducteur. Les derniers passagers s'engouffrèrent
dans la porte du wagon, alors que le train, qui avait déjà sifflé son départ, se mettait bruyamment en marche. Bien sûr, le jeune mesureur avait déjà rejoint M. Léo Lavoie, le conducteur de la Grand Jument-Caille, dont on parlera tantôt, pour l'assurer qu'elle n'avait pas toussé depuis le soir du jour de l'an. Hein? Tu te rappelles, elle avait été malade, puis Paul avait montré le vieux remède à Michel. C'est ça qu'on a donné à la Grand Jument-Caille, puis elle a arrêté de tousser. Peut-être qu'ici, on rappellera une image de la gare, hein, qu'on a déjà vue précédemment. Ben oui, ça serait une bonne Normand idée. nous superposera cette image-là, parce que là, on est au départ avec le Holleboard. Ouais. Peut-être qu'on superposera l'image pour rappeler encore l'allure de la gare de Tu Baie-Saint-Paul. vas nous faire ça, Normand, mon homme, s'il vous plaît? Oui. Ah, il dit toujours oui. Ton remède a fait, lui répondit-il tout fier avant d'ajouter. Ma pouvoir la remettre en front tranquillement et d'ajouter. J'ai hâte de la voir, pardon. Ce ne sera pas long, petit Paul Patard après-midi, vous pourrez vous amuser avec elle et la dégourdir. Oui, mon homme, c'est ça que m'a fait. Bon, il ajouta. En attendant, là, va nous faire de la musique avec tes deux amis. Là, moi, je me suis ennuyé de ça tout le temps des vacances. Et le jeune mesureur de rejoindre ses compagnons, alors que le conducteur claironnait. Maillard, prochaine station. Jean-Claude, on fait une pause ici. Prochaine station à Maillard. On vient de débarque à partir de Maillard? Baie-Saint-Paul. Non, on fait une pause. Ah. On fait une pause, on débarque peut-être à Maillard. Ben oui, il y a du bon monde là, à Maillard. Ben oui. Et puis, regarde, on se revient après la pause, une petite pause commerciale obligée. Puis on revient tantôt. À tantôt. On est de retour et on approche de Maillard, qui est la prochaine station, le prochain arrêt du train à vapeur. Oui. Hein? Ben, c'est Paul qui vient de parler à M. Lavoie pour dire que la grosse jument n'a pas toussé, etc., puis ils sont arrivés à Maillard. Et mon homme, c'est ça que m'a fait, qu'il m'a dit M. Lavoie. Il y avait une gare à Maillard, hein? Oui. Oui, OK. Ben non, on m'envoyait là tout de suite au pied de la côte, Oui. dans le standard. Et le jeune mesureur de rejoindre ses compagnons alors que le conducteur claironnait, Maillard l'avait dit. Pendant ce temps-là, François et son épouse Marie-Blanche expliquaient à Jean-Charles la façon dont il s'occupait de Léo, le jeune Huron fugitif, tu te souviens? Oui. Et soudain, François lui demanda, « Puis toi, là, tu vas-tu être ordonné de bonne heure à ce printemps, là? » « Oui, oui. » De lui répondre le futur prêtre, au tout début de mars, de toi, précisément. Comme ça, reprit François, tu vas pouvoir venir baptiser notre filleule. Je l'espère autant que Léopold et Gabriel et que vous autres, conclut-il. Au moment où le train diminuait de vitesse, le conducteur, qui après avoir terminé de poinçonner les billets, s'était arrêté pour écouter la belle musique, annonça bien fort « Petite rivière Saint-François ». La musique s'arrêta net quand Paul reconnut son ami Maxime Dufour, avec qui il avait fait de la musique à Valcartier, Jean-Marie et lui. Rapidement, il fit la présentation, puis ajouta « Vite, 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 on a le temps de faire 3-4 tonnes là, avant d'arriver à Beaupré, parce qu'il n'y a pas grand temps, là, c'est pas loin. Le grand joueur de guitare qui avait rapidement accordé son instrument qu'il portait en bandoulière, et la musique reprit comme s'ils jouaient ensemble depuis toujours. Et ça au grand plaisir de tous les occupants du wagon qui ressemblait plus à une salle de concert qu'à un wagon de chemin de fer. Les gens écoutaient attentivement. Quand on entendit annoncer « Beaupré, prochaine station », la musique cessa. C'est là que Paul apprit, veut dire que son ami s'était trouvé un emploi au port de Québec. Puis soudain, il demanda à Jean-Marie « Travailles-tu demain, toi, là? » « Oui, à 4 heures demain après-midi, pourquoi tu me demandes ça? »« Et à 4 heures demain après-midi, pourquoi tu me demandes ça? » pigeot-il. « Attends, lui répondit-il en se levant. « Ah ben là, je me retombe sur mes pattes. » Et d'un pas rapide, il rejoignit le banc de son patron, Boss François, et lui demanda « Penses-tu que Jean-Marie pourrait venir visiter le camp et repartir avec Grand Paul après souper? »« Ben oui, répondit-il à un petit Paul qui lui avait tapé l'épaule et crié. Merci, Boss François. Quand, en revenant vers ses amis, il dit à Jean-Marie, tu vas venir visiter le camp Abitibi puis repartir après le souper avec Grand Paul qui va ramener l'autobus à Québec.
Tu pourrais aller coucher chez Mme Bavergeon, la sœur de grand-Paul, hein, que tu connais. Oui, je te suis, fit Jean-Marie tout fier. Je pourrais-tu y aller aussi, moi, fit le grand joueur de guitare qui était resté assis près de Mandoline. Je vais vérifier avec mon patron, reprit le jeune mesureur, en se dirigeant vers son patron. J'ai compris la question, fit Boss François avant d'ajouter. La réponse est la même, c'est oui. Merci, fit le jeune mesureur en courant annoncer la bonne nouvelle. Le train s'arrêta et tous descendirent à la gare de Beaupré. Boss François salua ses hommes, c'est-à-dire les charretiers, qui venaient de Baie-Saint-Paul, de la Malbaie, des environs, même de Saint-Fidèle. Attendez un peu, là, ça sera pas long, il va arriver 2 automobiles qui vont vous emmener au camp. Il ajouta ensuite, envoyez l'auto la moins chargée, là, chez M. Giguère, chercher Tipol puis ses amis. Vous avez bien compris? Oui, Boss François, répondirent-ils, alors que Boss François les amenait tous vers la maison, vers les parents de Marie-Blanche, où il avait laissé son auto. Après tout au moins 5 minutes de marche, Mme Giguère les reçut et les fit entrer s'asseoir à table. Et ils furent tous rassasiés des bons pâtés à la viande, des bonnes beignes que leur offrait gentiment leur nouvelle hôtesse. Bien sûr, le futur prêtre et son frère François avaient eu l'honneur, eux aussi, de goûter à tout ça. Soudain, c'est la voix forte de M. Giguère qui invita les musiciens au salon. « S'il vous plaît, venez nous faire entendre votre musique joyeuse, dépêchez-vous, avant qu'on vienne vous chercher. » Et le temps de le dire, les 3 autres musiciens s'étaient ajustés à la note de Jean-Marie, et on leur offrait sur un signe de Tipol, et l'on entama, dis-je bien, je sais plus lire, moi, le ril de Pointe-au-Pic. Bien sûr, cette belle pièce fut suivie de plusieurs autres que ces excellents musiciens rendirent encore joyeusement et avec un plaisir évident. Et quand ils s'arrêtèrent, c'est le jeune mesureur qui demanda. « Monsieur Giguère, s'il vous plaît, on voudrait vous entendre. » Et il ajouta pour ses compagnons, « C'est le maître chante ici à l'église de Beaupré. » « Oui, dit le chante avant d'ajouter. Marie-Blanche, viens au piano, viens s'il te plaît. Papa, je ne joue pas assez souvent. Ben c'est justement pour ça que je te le demande, viens. Prends le cahier de l'Ave Maria de, puis je prends ses Schubert. Et pour les autres, il ajouta, je l'ai fait après la messe du jour de l'an. Marie-Blanche avait obéi et rendait déjà les premières notes. Cet excellent ténor entonna de sa voix forte ce merveilleux chant que tous les auditeurs écoutaient bouche bée. Tu ne nous le chantes pas, celui-là, cette semaine. Hein? Tu ne nous le chantes pas cette semaine. La semaine passée, tu nous as envoyé... écoute, là, tu m'as dit d'aller vite. Oui. Tu ne nous le chantes pas. L'autre jour, tu nous as fait l'Angélus de la mer, puis là, on n'a pas le droit. L'Angélus, c'est facile, c'est pas fort. Mais là, je t'ai dit que c'était un grand ténor qui chantait fort. Ben oui. Pas envie de m'arracher le gaudier. Je t'agace. Je le sais que tu m'agaces. J'ai répondu sur le même ton. Marie-Blanche prenait de l'assurance et accompagnait très bien son père, qui rendit l'Ave Maria de façon magistrale et qui méritait un tonnerre d'applaudissements. J'ai pas envie que je vole sa vedette. De la porte de l'auditoire la plus attentive. Puis c'est Alain Côté, alias Mandoline, dis-je bien, qui prit la parole en disant « Mon père était maître chante, lui aussi. Il chantait presque aussi bien que vous, monsieur. Et je n'avais pas entendu cet ave-là depuis son départ. Voici déjà presque 3 ans. » Il s'essuya un œil, puis ajouta « Mon ami Paul Lajoie, que vous appelez Tipol, vous autres, m'a fait passer le plus beau jour de l'an de ma vie. » Et il éclata en sanglots. Marie-Blanche se leva de son banc, l'étreignit tendrement avant que Tipol, Boss François et Jean-Charles ne viennent le réconforter à leur tour. Et l'on entendit, tout à coup, 2 petits coups de klaxon. « C'est pour vous autres, fit Boss François. » Puis de sa voix forte, M. Giguère, « Paul Lajoie, oublie pas qu'on a un autre gala à Saint-Anne au tout début de février. » Et Tipol ajouta, « Si notre ensemble avait 2 membres de plus,
Il n'y a pas de misère avec ça, répondit-il, en les laissant partir. Après avoir bien remercié leurs hôtes, ils s'entassèrent tous dans la voiture qui contenait déjà 2 passagers, tandis que François leur criait « Je serai là pour le souper ». Et la voiture surchargée les amena tous vers la barrière de la compagnie Abitibi. Arrivé là, le jeune mesureur fit baisser les vitres pour présenter ses amis au gardien et lui souhaiter une bonne année. Puis, 15 minutes plus tard, le taxi improvisé laissait sortir tous ces joyeux lurons. « Voyez-vous, venez-vous-en à mon camp » fit le jeune mesureur, tout fier, en les précédant. Mais il eut le temps de leur décrire l'entrepôt, la cuisine, le camp des hommes, le camp des patrons, la boutique de forge et bien sûr l'écurie. Et c'est fini. L'autre bord, on l'a fait. Vous avez raison, mais... Et c'est fini. Je suis le responsable de la lecture. Moi, je suis comme un gramophone. Si on ne ferme pas mon piton, je n'arrête pas. Bon, écoute, ça termine cette émission. Et puis, on a un petit peu de temps. Je pensais qu'on avait trop égrené de ton temps au début en parlant des moules. Hey, Jean-Claude, ça me tente quelque chose aujourd'hui. Avec l'aide de Normand, là, étant donné que tu m'as parlé qu'on avait encore une fois entonné hein, le reel de la Pointe-au-Pic par mandoline. Oui. Hein? Bon, qu'est-ce que tu en penses si on écoutait justement le reel de la Pointe-au-Pic joué à la mandoline? Je ne sais pas ce que je donnerais pour ça. En plus, ça donne bien. Le gars est surnommé Mandoline. Oui. Alors, avec l'aide de Normand, là, on va aller chercher la pièce, OK? Oui. Et vous allez même voir à l'écran la pochette du disque de ce monsieur. C'est un Acadien. Il s'appelle Osée Duguay. Il est décédé il y a une vingtaine d'années. Il demeurait à Bas-Caraquette, à côté de Caraquette. On est dans la péninsule acadienne. Et il joue de la mandoline très bien. Et il a fait un disque, c'est lui qu'on voit à l'écran, et il nous propose le reel de la Pointe-au-Pic. À la mandoline? À la mandoline. Vous allez voir qu'il joue drôlement bien. Alors, extrêmement plaisant à entendre. Donc, on le fait jouer en intégrale, là, parce qu'on a un peu de temps en normand pour le faire jouer. Il dure à peu près 3 minutes, donc ça fera à la fois partie de ton émission et aussi du générique de fin pour terminer notre émission d'aujourd'hui. On fait un petit peu accro à la normale, parce qu'en principe, on devait avoir le reel le reel des éboulements, encore pour une coupe d'émissions. Bon, on y reviendra. Vous ne serez pas perdants, les gens. Mais on ne sera pas perdants. Écoute, la mandoline, il faut absolument écouter ça. Non, mais moi, je trouve qu'il le joue très bien à la mandoline, puis c'est la seule version que je connaisse du reel de Pointe-au-Pic jouée par autre chose qu'un violon ou un xylophone. Ça, c'est assez spécial. Alors, il s'appelle Osée Duguay. On va l'écouter. Est-ce qu'on se dit salut en même temps? Pardon? Oui, on se dit salut en même temps, là, parce qu'on va écouter. Je sais pas ce que je donnerais pour l'écouter tout de suite. Bonjour, messieurs, dames. Et vous savez que ça sera en différé. Je ne peux pas vous dire ni le jour ni l'heure où vous vivrez ça, entendre cette musique-là. Mais moi, j'ai aussi hâte que vous autres. Portez-vous bien, restez de bonne humeur, messieurs, dames. Moi, je vous dis bonjour de mon côté. On se dit à la prochaine dans le parloir de Maison-Mère pour la suite du conte de notre ami Jean-Claude. Et je vous rappelle toujours le livre « Au pays de Germaine », le 6e volume de Jean-Claude, « La vie heureuse de Paul Lajoie Mesureur », disponible dans les bonnes librairies et chez vous. Et chez moi. Salut tout le monde. Sans taxe. À une prochaine. C'est mon commercial.